Bonjour, je suis Romain Purtolas, bienvenue dans ma bibliothèque à la Villa Fakir. Je suis Romain Purtolas, l'auteur entre autres de l'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, Ma vie sans moustache, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, tout a été sans Facebook, la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, etc. Mais aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de mes romans, mais pour parler de livres qui ont justement créé en moi cette envie d'écrire, de lire et d'écrire, ce sont les jeux de rôle. Et plus particulièrement Advanced Dungeons and Dragons, première édition que j'ai eu la chance d'arbitrer pendant plusieurs années en France. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir été l'un des premiers en France à l'avoir. Il n'était pas encore sorti en français. J'avais les éditions américaines d'origine que j'avais réussi à avoir pendant un voyage aux États-Unis, à Chicago plus particulièrement, et où j'ai pu rencontrer Gary Gygax. Mais on ne peut pas parler de Advanced Dungeons and Dragons sans parler avant de OD&D Original Dungeons and Dragons, l'original, la Brown Box et la White Box qui sont les premières éditions de Donjons et Dragons créées par Gary Gygax et Dave Hanson. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, eh bien en fait c'est grâce à Dave Wisely qui était un grand amateur de petits jeux de guerre, les petits soldats. Il faisait des scénarios, des campagnes d'armées autrichiennes, napoléoniennes. Et en fait, un jour, il s'est dit, tiens, pourquoi pas imaginer ce qui se passe la veille du combat. Et donc, il a recréé un petit village, le village de Braunstein, c'est le nom du jeu, et dans lequel, eh bien, il a donné un rôle à chacun de ses joueurs. Donc d'un coup ça devenait quelque chose, c'est la création du jeu de rôle puisque c'est l'individualité. Avant en fait on manipulait des grosses armées, on faisait manœuvrer des infanteries, etc. Et là d'un coup il a l'idée, c'est lui Dave Wisely, il a l'idée bien de jouer un personnage en concret, de jouer un soldat et pas une armée. Et donc il va attribuer des rôles à ses joueurs. L'un des joueurs est Dave Hanson, l'un des fondateurs de Dungeons and Dragons, qui va adorer l'idée et qui va commencer à imaginer des choses. Ah ben tiens, on imagine que j'ai fait ça la veille, que je vais faire ça, il se déguise pour venir aux sessions de jeu et tout. Et en fait, c'est là que commencent les jeux de rôle, c'est-à-dire que tout est dans l'imagination. On commence à dépasser, à sortir, à transcender en fait le tableau de jeu et on reste dans l'imagination et d'un personnage qui va dire eh bien je vais faire ça, je vais faire ci, voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont créer tous ces jeux Blackmoor pour Dave Hanson qui se passe en fait, on reprend les jeux de guerre mais on les met dans un système de fantasy, dans un système de dragons, de chevaliers qu'il prend de l'univers de Tolkien. Il y avait même la race des hobbits dans la toute première édition de Dungeons and Dragons. Mais bon, les éditeurs de Tolkien ont porté plainte et ils ont été obligés de l'enlever pour les éditions postérieures. Et anecdote, il y avait même Cthulhu dans le supplément des règles avancées de Dungeons and Dragons, le supplément qui s'appelle Deities and Semi-Gods. Il y avait même Cthulhu, vous pouviez vous battre contre Cthulhu. Ça aussi, ça a été enlevé pour un petit problème avec Chaosium Inc. On a Braunstein de Weasley, donc qui va adapter aussi ça avec un monde fantasy. Chainmail de Gygax, qui lui va créer donc Code de Maille, qui est un jeu avec des points aussi. C'est vraiment, ils vont développer ces tables, ces points qu'il y avait dans les jeux de guerre et les adapter donc à l'imagination où il faudra lancer des dés pour avoir des résultats aléatoires. Ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise Dungeons and Dragons, c'est toutes les tables qu'il y a de random et de aléatoire pour créer des donjons. Il y a des générateurs de monstres, il y a des générateurs de rencontres de monstres, voilà. Si vous n'avez pas beaucoup d'imagination, il suffit de lancer des dés avec Dungeons and Dragons. C'est vraiment eux qui créent tout ça. Donc, passer de l'armée à l'individuel. En fait, au début, l'original D&D, il a quelques règles, mais pas beaucoup, puisque c'est les balbutiements du jeu de rôle. Et donc, il va y avoir des règles qui vont être diffusées par Gary Gygax et Dave Hanson dans des magazines comme White Dwarf ou comme Dragon. Donc, les fans, en fait, vont aller piocher les règles dans ces magazines pour les amalgamer à la boîte qu'ils ont achetée. Il y a les fans qui ont beaucoup d'idées et qui créent
des classes, on va dire, par exemple la classe du barde, la classe de l'illusionniste, eh bien tout ça, ça vient des fans. Le terme de Dungeon Master, hein, le maître du jeu spécial pour Donjons et Dragons, Dungeon Master, il a été créé par des fans aussi, et Gygax va le reprendre dans Dungeons and Dragons. Donc, en fait, il y a une grande communauté qui va s'investir et qui va faire avancer le jeu de rôle. Pour les règles, on a donc les règles de la Brown Box, la White Box de Gary Gygax. On a ces règles qui sont écrites par les fans que Gygax et Hanson vont reprendre et mettre dans Dungeons and Dragons. En parallèle de ça, il y a TSR qui va développer d'autres personnes qui vont sortir des Dungeons and Dragons pour les rendre un peu plus grand public, parce que c'est vrai que les règles sont un petit peu confuses, ambiguës. Donc en fait, on va y avoir la version de Holmes, hein, il va y avoir la version de Mulvey, Tom Mulvey, hein, que vous connaissez sûrement, qu'on appelle aussi BX, Basic Set Rules and Expert Set Rules, pour eh bien, le set de règles basiques et le set de règles avancées. Il va y avoir la fameuse boîte rouge Menser, celle qu'on retrouve dans Stranger Things, celle qui a été le plus commercialisée. Donc en fait, chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice pour essayer justement d'avoir quelque chose de concret, quelque chose d'absolu, quelque chose où on n'ait pas de doute sur les règles. Alors, bien évidemment, c'est là qu'arrive le propos de notre vidéo qui est Advanced Dungeons and Dragons, première édition. Comment le comprendre sans devenir fou? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont... il faut savoir qu'on est au balbutiement du jeu de rôle et ce qu'a fait Gygax, c'est quand même assez extraordinaire d'établir des règles pour tout. Et c'est vraiment lui qui va créer ça dans Advanced Dungeons and Dragons. Il essaye de se différencier de ce qui a été fait avant de Dungeons and Dragons pour notamment ne plus donner de droit d'auteur à Dave Hanson, qui n'est plus crédité sur Advanced Dungeons and Dragons. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que, bon, il écrit quand même un jeu, lui il dit que c'est un jeu différent, mais c'est quand même Advanced Dungeons and Dragons. On retrouve les saving throws, on retrouve le hit points, on retrouve les classes armor. Donc on retrouve plein de choses qui sont déjà dans Dungeons and Dragons. Évidemment, Dave Hanson va porter plainte et il va gagner le procès. Voilà, et il réussira à avoir un pourcentage de Advanced Dungeons and Dragons. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le premier manuel qui va sortir, c'est le Monster Manuel en 1977. C'est-à-dire qu'on commence un nouveau jeu en sortant le manuel du monstre. Bon, ok, le manuel des monstres, c'est assez étonnant comme pratique. Ensuite, l'année suivante, 1978, eh bien, il y aura le manuel du joueur Player Handbook. Dans lequel eh bien, les joueurs pourront commencer à créer leur personnage. Hein, vous avez tout ce qu'il faut pour créer un personnage avec la race, avec la classe, avec les habilités, etc. Et ils devront attendre 1 an de plus pour pouvoir vraiment avoir des réponses à leurs questions et qui se retrouveront dans le Dungeon Master's Guide, donc le guide du maître de jeu, du Dungeon Master, qui sortira en 1979. Il faudrait qu'ils attendent 1 an pour comprendre des trucs. C'est vrai qu'il y a par exemple des fois... vous avez dans les armes, vous avez des dommages par exemple qui vont de 2 à 7. Comment on calcule de 2 à 7? C'est pas expliqué. C'est expliqué dans le Dungeon Master Guide. On comprend d'un coup qu'il faut 1 d6 plus 1. Et ouais, évidemment, parce que ce 7 là, c'est comment on peut le faire avec un dé. Tous les dés qui sont utilisés dans les jeux de rôle sont des dés qui sont pairs. On a des D4, D6, D8, D10, D20, D100, c'est des chiffres pairs. Comment on peut faire un chiffre impair? Ben voilà, on a la réponse dans le Dungeon Master, 1 D6 plus 1. Mais bon, ça, voilà, il fallait attendre 1 an pour avoir ces réponses-là. Donc c'est assez amusant. Il y a des trucs qui font que Dungeons and Dragons, c'est vraiment un monde à part et vraiment différent des autres jeux de rôle. Parce que, par exemple, si vous avez vu cette scène célèbre dans Stranger Things, dans laquelle Erika se bat contre Vecna et elle le vainc avec un 20, justement, sur le D20. Voilà, c'est une horreur pour tous ceux qui ont joué au jeu de rôle, puisque un 20 sur un D20, c'est ce qu'on appelle un coup critique. C'est une maladresse totale, c'est-à-dire qu'au lieu de planter le couteau dans le monstre, vous le plantez à vous, vous le plantez à un de vos collègues. Enfin, c'est une horreur. Sauf dans Dungeons and Dragons et Advanced Dungeons and Dragons, où en fait, il faut tirer plus ou égal que qu'un certain chiffre qui vous est donné par des tables, des matrices, hein.
il faut faire égal ou plus, ce qui est l'inverse de tous les jeux de rôle où il faut faire toujours moins. Alors voilà, on est dans les incohérences, un petit peu les choses un petit peu confuses de Dungeons and Dragons. Les joueurs ne savent jamais s'ils doivent faire plus ou moins que leur chiffre. Par exemple, vous prenez le to hit, donc c'est quand vous attaquez le monstre, eh bien il faut faire, on a dit, égal ou plus. Quand vous prenez les skills, c'est-à-dire les habilités, les caractéristiques d'un personnage qui peut faire du pickpocketing, qui peut découvrir une trappe, un piège, étudier une nouvelle langue, que sais-je, etc., eh bien il faut faire moins que son score. Si vous faites un saving throw, c'est-à-dire que vous sauvegardez d'un poison, par exemple, d'une attaque mentale, etc., eh bien, il faut faire égal ou plus. Donc, un coup, c'est moins, un coup, c'est plus, alors que dans tous les autres jeux de rôle, c'est toujours moins. En termes d'initiative, vous avez ici vraiment les différences entre les éditions. Sur l'édition de Dungeons & Dragons de Holmes, vous voyez que la personne qui agit en premier, qui a l'initiative sur l'attaque, eh bien c'est celle qui a le plus haut taux de dextérité. Par contre, pour les autres, on va jeter des dés. Pour Advanced première édition, eh bien, il faudra lancer un dé 6. Mais si vous regardez dans une autre édition, dans le Dungeon Master, cette fois-ci, on vous dit qu'il faut lancer un dé 20. Si vous regardez dans la Advanced Dungeons & Dragons deuxième édition, eh bien, vous faudra lancer un dé 10. Enfin, donc vraiment, il faut être sûr de l'édition que vous avez pour pouvoir effectuer le bon tirage de dés. Les joueurs ont aussi une ambiguïté au niveau des dés. Quel dé on doit utiliser? Eh bien, par exemple, pour les saving throws, eh bien, c'est un dé 20. Par exemple, pour les caractéristiques, c'est un dé 100 puisqu'on est dans des pourcentages. Par contre, pour ouvrir une porte, d'un coup, eh c'est un dé 6. Pour faire initiative, surprise, ce sont des dé 6. Bon, les joueurs ne savent jamais quel dé utiliser. C'est au Dungeon Master de connaître les règles parfaitement et c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut des heures et des heures et des heures d'études des deux manuels pour comprendre. Il y a aussi la question qui lance les dés parce qu'il y a des scores que doit faire le Dungeon Master, il y a d'autres jetés de dés que doivent faire les joueurs eux-mêmes. Par exemple, eh bien ça c'est toujours un petit peu confus aussi. On va voir quelques extraits, quelques passages. Par exemple ici, pour illustrer notre propos, on prend page 104 du Player Handbook. Et on voit qu'il y a écrit dans l'initiative, donc, the initiative check is typically made with two six-sided dice, one d6 for the party and another of a different size of color for the creatures encountered. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'initiative, donc le contrôle initiative est donc fait avec 2 d6, un pour la partie, c'est-à-dire pour les joueurs, et un autre d'une taille ou d'une couleur différente pour les créatures rencontrées. Ici, il n'est pas explicitement dit que les joueurs doivent jeter leur dé et le Dungeon Master doit jeter le dé. Il faut comprendre de cette phrase en anglais que, en fait, puisque 2 dés de différentes couleurs ou tailles sont utilisés, c'est bien parce qu'ils sont lancés par la même personne. Sinon, il n'y aurait pas cette précision, puisque les joueurs lanceraient leur dé, le Dungeon Master lance son dé d'un côté, voilà. Chacun fait son lancer de dés, chacun de son côté. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'on dit bien que le roll, hein, donc le jeter de dés, is made, est fait, un participe passé, par les 2 D6 qui sont de différentes tailles et couleurs, donc jetés par la même personne, sous-entendu par le Dungeon Master. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut savoir lire entre les lignes pour avoir les explications, certaines explications parfois qui sont peut-être un petit peu confuses dès la première lecture. Alors voici les livres originaux, c'est les premières éditions que j'avais à l'époque, Dungeon Master Guide et puis le Handbook Player. Vous pouvez voir la différence, celui du Dungeon Master est beaucoup plus gros. Ici, il y a des milliers de tables, il y a des milliers de choses qui complètent en fait ça, qui est assez succinct, où là-dessus on retrouve juste les personnages, la création des personnages, race, classe, voilà, habilité, et puis vous avez aussi la magie, c'est-à-dire tous les spells, tous les sorts, par les magic users, par les illusionnistes. Donc voilà, ça se retrouve dans ce livre. Là, on est plus dans le reste, dans tout le reste. Donc c'est assez épais et bien fourni. Alors,
quand je vous parlais des incohérences ou des choses qui sont différentes aussi entre les versions même de Dungeons and Dragons. Vous prenez par exemple l'Advanced première édition, eh bien l'Armor Class qui est en fait un mélange de l'armure mais aussi des caractéristiques de dextérité d'une personne, de ses habilités au combat, hein, c'est ce qu'on appelle AC, Armor Class, eh bien ça c'est ce qu'on appelle une Descending AC dans l'Advanced, tout comme dans le original Dungeons and Dragons. C'est-à-dire que plus vous descendez dans votre table de AC et plus vous êtes puissant. Voilà, c'est-à-dire que les meilleures armures et les meilleurs combattants se retrouvent à bien -9, -10, etc. Alors que les plus nuls sont ascendants. Dans les autres versions, je pense que c'est à partir de la version 3 de Advanced Dungeons and Dragons, on commence à avoir eh bien, des AC, des armor class ascending, c'est-à-dire que plus le chiffre est élevé et mieux, meilleur est le combattant. Voilà, ce qui est exactement le contraire. Donc ça porte aussi à la confusion entre les différentes éditions. Pour vous expliquer concrètement, voici la table qui vous est donnée dans le Player Handbook de Advanced première édition. C'est la table des classes d'armure. Vous avez ici, vous voyez très bien qu'à 10, eh bien, il n'y a pas d'armure. À 9, on perd un point de armor class avec le bouclier, voilà, puisque c'est une protection. Ensuite, vous avez la protection en cuir, vous descendez comme ça, et la meilleure armure est ici, et elle vous met une AC de 2, donc vous voyez bien que vous êtes descendu. Même chose ici pour l'original Dungeons and Dragons, c'est-à-dire la white box. Vous pouvez voir que vous commencez à 10 sans armure, et puis vous descendez. Alors là, par exemple, c'est en montant comme ça, mais c'est une descending AC, puisque vous arrivez à 2 pour la meilleure armure. C'est exactement ce que vous avez ici dans les règles avancées. Dans la table du BX, c'est de Tom Moldvay, la version de Dungeons and Dragons de Basic and Expert, eh bien vous avez exactement la même chose. Voilà, vous commencez à 10, c'est-à-dire tout nu, mais ici c'est pas marqué. Avec juste les vêtements, vous êtes à 9 et vous allez descendre jusqu'à la meilleure armure, qui est exactement le contraire en fait des versions postérieures de Advanced Dungeons and Dragons. Vous pouvez voir ici, il vous dit la classe armure, l'armure class est mesurée selon une échelle de 10, qui est le pire, c'est-à-dire pas d'armure, jusqu'à un niveau 30, la meilleure des armures magiques. Donc vous voyez qu'on est ici vraiment dans une Ascending Armor Class qui est totalement différente des autres versions qu'on avait avant. On a des incohérences par exemple entre le manuel du Dungeon Master et le manuel du joueur même. Il y a des incohérences, il y a des choses qui se contredisent quand vous lisez ce livre et quand vous lisez celui-là. Par exemple, eh bien, les hit points qui sont les points de vie des monstres et des personnages aussi. Eh bien, dans l'un, on vous dit que c'est à 0 que la personne meurt et dans l'autre, on vous dit que c'est à -10 que la personne meurt. Alors, lequel des deux a raison? Bon, moi, j'ai toujours pris -10 comme caractéristique de la mort, parce qu'en fait, vous verrez, on commence avec des hit points qui sont vraiment très légers par rapport à d'autres jeux de rôle. Il y a des choses assez incroyables, par exemple, bien les points de vie de départ d'un fighter de premier niveau, c'est-à-dire un guerrier de premier niveau, eh bien c'est un D10, c'est-à-dire que son maximum de points de vie au départ d'une campagne, au début du jeu, c'est 10, quoi. S'il tire 1, il a 1 point de vie. Un point de vie, mais qu'est-ce qu'on fait avec un point de vie? Dans aucun des jeux de rôle que je connais, on survit plus de 5 minutes avec un point de vie. Bon, il y a pire, vous prenez le voleur, il a un D6 par exemple, c'est-à-dire qu'il commence maximum avec 6. Vous avez le pire, c'est le magic user, le magicien qui commence avec un D4 de points de vie. Donc vous imaginez, son maximum à lui, c'est 4 points de vie. Donc évidemment, il vaut mieux prendre la règle des -10 pour la mort, parce que ça vous fait déjà 10 plus les points de vie que vous gagnez au départ. Voilà, ça vous fait durer un petit peu plus longtemps. En tout cas, vous avez intérêt de monter vite fait au niveau numéro 2 pour avoir un peu plus de chances de survivre dans les campagnes de Advanced Dungeons and Dragons. Autre chose encore qui fait débat ou que les gens ne comprennent pas forcément, c'est les modificateurs, les ajustements de l'attaque qui doivent se faire sur l'armor class, la AC,
hein, comme on a vu avant, et pas sur le jet de dés. Ça aussi, c'est une des confusions que font les joueurs et les Dungeon Masters. Ils ne savent jamais si on ajoute au lancer de dés, hein, ou au chiffre d'armor class, par exemple, parce que ça change évidemment tout dans les matrices. Et Gygax avait pensé à ça. Et d'ailleurs, il le dit bien, hein, c'est bien écrit ça. Attention, il faut bien que les modificateurs se reportent à l'AC directement et pas au lancer de dés. On a aussi l'introduction un peu complexe des segments, c'est des choses qui n'existent plus dans les versions postérieures de Advanced Dungeons and Dragons et qui n'existent pas aussi avant dans l'original Dungeons and Dragons, c'est le segment. Les segments, en fait, un segment, ça vaut 6 secondes. Dans une minute, il y a évidemment 10 segments, c'est-à-dire que dans un round de combat, un round de mêlée, il y a donc 10 segments. Ça, c'est très important puisqu'en fait, vous avez, pendant la surprise, par exemple, vous avez des segments qui sont perdus par les gens qui sont surpris, la partie qui est surprise. Et c'est pendant ces segments-là qui ne font pas partie du round de combat, hein, mais qui sont juste avant, ils sont avant l'initiative aussi, le lancer d'initiative. Donc, quand vous êtes dans la surprise, eh bien, en fait, ces segments-là vont être très importants puisque des attaques peuvent être exécutées au cours de ces segments. J'ai une vidéo que je vais vous faire très bientôt dans laquelle je vous explique parfaitement la surprise, parce que là aussi j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris en fait, qui jettent 2 dés, qui font la différence entre les deux, etc. Et c'est pas comme ça en fait. Je vous expliquerai exactement comment on tire la surprise et vous comprendrez tout. C'est très facile, mais c'est vrai que quand vous lisez directement sur du Gygax, des fois c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc voilà, après cette petite vidéo introductive sur justement l'univers de Advanced Dungeons and Dragons première édition, hein, eh bien, je vais vous expliquer dans d'autres vidéos vraiment des choses très précises et très pointues sur chaque thème de Advanced Dungeons and Dragons première édition. Je vais reprendre mon habit d'arbitre de l'époque et vous expliquer un petit peu des choses pour que ce soit assez clair dans votre esprit pour pouvoir jouer tranquillement à ce jeu merveilleux sans avoir toujours à penser mais qui jette les dés, qu'est-ce que je fais maintenant, est-ce que je dois soustraire ça, est-ce que je dois additionner ça, et tout ça vous verrez c'est très clair. Je vais vous faire une petite vidéo très précise sur ces points là et vous allez tout comprendre et vous allez ensuite pouvoir imaginer plein de choses pour jouer tranquillement des heures et des heures et des heures dans ce monde fantastique qu'est Dungeons and Dragons. On se retrouve très bientôt. Merci.